Sweet YouTube Worlds, bonjour. Alors nous nous retrouvons ce matin avec une vidéo qui me tenait à cœur, mais j'aimerais, alors le titre il parle de lui-même, c'est-à-dire que là vous êtes dans le vif du sujet, je voudrais quand même avant de commencer à m'épancher un peu sur ce sujet, j'aimerais faire quelques disclaimers parce que on va parler d'hypersensibilité et que bien évidemment je vis l'hypersensibilité qu'on m'a identifiée à ma façon, mais que chaque personne va vivre, accueillir, faire avec son hypersensibilité de façon différente. Voilà, je pense que chaque personne qui est identifiée hypersensible gère son truc à sa sauce. Donc, dans cette vidéo, il n'y aura pas de quoi faire, comment le faire, avec qui le faire. C'est un partage de ce que je pense, c'est un partage de ce que je pense en étant très fraîchement identifié hypersensible. Et voilà, juste que ça me tenait à cœur de le faire et que je le fais là, maintenant. Déjà, dans un premier temps, on va prendre les internets et on va essayer de définir dans sa façon très générale comment, pour ne prendre qu'un exemple, comment le dictionnaire Le Robert, sa définition de ce qu'est l'hypersensibilité. Hypersensibilité, je plante le décor. Hypersensibilité, : sensibilité extrême, exagérée. Bon, déjà, d'entrée de jeu, je trouve, pardonnez-moi, mais cette définition générale très réductrice. Tu nous excuseras, Robert, la prochaine fois, on pensera à respirer une fois sur deux. Après, bien évidemment, ce qui est drôle et pas tellement en même temps, c'est que sur les internets, vous trouverez un nombre incalculable de ce qu'est, de la définition de l'hypersensibilité. Le truc, c'est qu'aucune d'entre elles ne se ressemble. Le premier point, bien évidemment, on va commencer par le commencement. Comment a été identifiée mon hypersensibilité? Bien évidemment que j'en ai parlé dans quelques contenus précédents, mais que comme il y a pas mal de personnes qui sont arrivées dernièrement, je fais un bref résumé de tout ça. Donc, début 2024, on va dire fin de trimestre 2024, j'intègre un parcours CSO dans la visée d'une perte de poids bien encadrée, bien accompagnée. Et donc, ce parcours CSO inclut que je dois me faire suivre par une équipe psychiatre et psychologue. Je rencontre la psychologue, ça matche très vite et ça passe plutôt très bien. Et elle, tout aussi rapidement que ça matche entre nous, très vite, elle commence à partir sur une suspicion d'hypersensibilité. Alors, il y a un premier pan qui est celui de l'observation. On échange, elle observe et elle me dit il y a un petit quelque chose d'hypersensibilité. Est-ce que vous accepteriez que je vous fasse une suite de questionnaires, ce qu'on appelle des tests? Bref, sans trop y réfléchir, sachant que de base, moi, je ne voulais pas le savoir. Bien entendu qu'il y a des réactions, des attitudes et des comportements que j'ai, qui m'ont toujours fait penser mais je ne voulais pas le savoir. C'est pas faute qu'on m'ait sollicité à plusieurs reprises, je ne voulais pas le savoir. Et là, dans le feu du truc et dans une idée, si vous voulez, je veux régler les choses, quelles qu'elles soient, que ce soit les choses pondérales, la perte de poids, le psychique, il faut y aller. Et dans le feu du truc, je lui dis « Ok, il n'y a pas de souci ». Donc, je réponds à une suite de questions. Alors, il y a des questionnaires où les réponses sont très simples, c'est vrai ou faux. Bref, voilà, il y a encore des échanges, il y a toujours l'observation. Et à l'issue de ces questionnaires, elle constate, qu'il y a un score elle considère en tout cas un score qui est élevé. Donc, ça n'a pas fait de pli. Elle me dit clairement, il y a une hypersensibilité et elle est quand même, il y a des formes dans votre hypersensibilité qui sont plutôt costauds. Alors quand elle me confirme ça, très sincèrement, je ne suis pas étonnée. Je vous l'ai dit, je me rends bien compte, on va revenir un peu quelques années en arrière d'ici à quelques minutes, mais je suis pas plus étonnée que ça. Est-ce que je suis étonnée? Non. Est-ce que vraiment, véritablement, à ce moment-là, j'ai envie de le savoir? Je crois pas non plus. Je vais revenir un petit peu en arrière, comme convenu, avec les années l'enfance, les années collège, les années lycée et la suite. Parce que, alors, je vous parle, là, ce que je veux préciser, c'est que je vous parle avec mon recul actuel. C'est-à-dire qu'au moment
l'époque à laquelle on va nous se rendre, moi je me rends pas compte qu'il y a quelque chose à part. Je me rends pas compte de tout ça. Je vis plutôt très bien les choses, mais il est vrai qu'en réfléchissant à tout ça, en ayant le recul aujourd'hui de mes 46 ans, effectivement, il y avait des choses déjà très tôt qui était visible comme le nez au milieu d'un visage. Alors, je vais volontairement passer sur tout ce qui est enfance, parce que pour moi, mon enfance, il n'y a rien à changer. J'estime avoir eu une enfance parfaite, avec des parents ouverts d'esprit, des parents aimants, des parents nous donnant accès à la culture. Bref, je vous l'ai toujours dit, mais je souhaite à n'importe quel enfant d'avoir eu l'enfance que ma sœur et moi avons eue, parce que pour moi, c'est vraiment la vision de la perfection. C'est dans les années collège, je pense même à l'école primaire, hein, j'ai pas eu de ressenti, de quoi que ce soit. J'ai pas de souvenir en me projetant comme ça dans le passé. J'ai pas de souvenir de ce que cette hypersensibilité aurait pu induire. Mais au collège, c'est là, je crois, que j'ai commencé à ressentir les premiers décalages avec les autres. Déjà, il y a un truc... alors que j'avais pas vraiment de problème, on va dire, alimentaire, de goût, d'intolérance ou quoi aux caisses, la cantine, c'était pas possible. Ça a été une bataille, parce que je ne voulais pas manger à la cantine. Avec le recul, maintenant, je sais pourquoi. Sur le fait, j'analysais pas le truc. En même temps, tu as 12 ans... mais je pense que j'avais besoin de cette coupure du midi et de pas passer une journée complète dans cet établissement. Donc, la cantine, ça a été... pour moi, la cantine, ça a été vraiment le croque-mitaine de ces années-là. Il y en a qui ont peur du monstre sous le lit quand elles sont gosses. Moi, j'avais une hantise de la cantine. Pouvoir retrouver, avoir cette coupure du midi avec mon socle de sécurité, c'était indispensable. Parce que le peu de fois, je dis bien le peu de fois, où j'ai dû manger à la cantine, c'était, je me souviens, alors, je me disais, c'est comme ça à l'époque, mais là, en y repensant, je me disais, en vérité, c'était pas cool ce qui se passait, je le vivais vraiment très mal. Il y a plein de points comme ça où il y a eu les premiers décalages par rapport aux autres. Effectivement, je préférais le calme du CDI. D'ailleurs, la documentaliste, je pense qu'elle a été ma meilleure pote pendant ces 3-4 ans de collège, plutôt qu'à une salle de perme où il y avait un bruit constant, où ça hurlait, où les pions se débattaient pour faire taire l'assemblée. Je préférais me réfugier, voilà. Pour moi, le CDI, c'était le calme, le silence. La documentaliste, elle en imposait. Donc, dans ce CDI, tout le monde fermait quand même bien sa gueule. Il y avait les livres, il y avait la possibilité de travailler sans ce bruit constant. Donc déjà, ça, c'était quand même... je dis pas que c'est être à part, que de préférer ça à une salle de perme avec tes potes et tout, mais c'est vrai que j'étais très vite siphonnée par une salle de perme, quoi. Quand t'es en 6e, 5e, c'est terrible. L'une des choses aussi qui était impossible, alors au grand désespoir des profs, parce que là, j'étais dans le refus catégorique. Vous savez, il y a les voyages en Angleterre, c'était un refus catégorique me concernant. Les correspondants à recevoir à la maison, c'était un refus catégorique, net et précis me concernant. Ce qui fait que là où le reste de la classe était dans une euphorie partagée de ouais, on se barre de chez nous, on va être sans les parents, machin. Il se montait déjà des projets de séjour de foutre le bordel. Moi, c'est un refus catégorique. Donc, pendant la semaine où ils partaient tous en voyage, moi, j'étais dans une autre classe à suivre des cours. Voilà. J'ai toujours refusé catégoriquement. C'est pas faute que mes parents aient essayé en me disant mais Nini, ça, tu vas voir, ça va te faire du bien. Non, ce n'était pas envisageable pour moi de partir 5 jours, 6 jours à cette distance sans avoir
sans retrouver quotidiennement mon chez-moi, mon sas de sécurité, pourtant j'étais pas en insécurité. Je suis pas en train de vous dire que j'étais en insécurité dans le collège. J'ai jamais eu de problème de harcèlement, j'ai jamais été emmerdée outre mesure, mais j'avais ce besoin de voilà. Ok, il y a le collège, il y a les copains, il y a le bruit, et puis il y a chez moi. Et donc, les sorties, les voyages scolaires, c'était un refus clair et net. Et il n'y avait rien à faire. Hein. Le collège, quand tu arrives vers la 4e, 3e, c'est aussi tes copines qui commencent à se poser des questions, lesquelles toi, tu ne te sens pas du tout concerné. Et c'est là aussi où je ressens en y réfléchissant, il y avait quand même un très gros décalage. Mes copines, elles commençaient à parler mec, elles commençaient à parler sexualité, ça commençait à titiller, elles commençaient à se chercher. Moi, les mecs, pour moi, c'était mes potes. Il n'y avait pas d'envisagement. Il n'y avait pas de projection de cet ordre-là. Vraiment, à 13, 14 ans, moi, tout ça, ça me dépassait beaucoup. Alors, même si mes années collège se sont plutôt bien passées, j'ai jamais été isolée. J'avais des copines, j'avais beaucoup plus de copains que de copines de potes mecs que de potes filles. En fait, le problème des amitiés, de mes amitiés avec les filles, c'est que souvent je m'ennuyais, c'est que je peinais à trouver ma place et je peinais surtout à avoir des centres d'intérêt communs avec elles. Il y avait des choses qui vraiment, je vous l'ai souvent dit, ça il me semble, mais mes copines faisaient des collections de cartes postales de bébés à l'époque. J'en avais tellement rien à péter de ça. Elles étaient là en train de s'échanger, et moi je me sentais... Je vous dirais pas que je me sentais pas normale. Comment je me sentais quand je voyais tout ça et que je me sentais un peu en dehors? Je me sentais pas non plus exclue. C'était très bizarre comme ressenti parce que j'avais cette impression sans aucune condescendance et aucune façon hautaine, mais j'avais l'impression d'être un peu plus mature. Voilà, que ça me... Je sais pas comment exprimer ça sans vraiment sembler me la raconter ou me la péter. C'était pas le cas. Je veux dire, j'avais 14 ans. À 14 ans, t'as la maturité de 14 ans. Arrive peut-être pour moi, ce qui est assez étrange, c'est la pire période et la meilleure période de mon existence, le lycée. Le lycée a été pour moi une catastrophe émotionnelle. Dans le sens où je crois que je n'ai jamais réussi à me faire, pour celles et ceux qui sont du coin, j'ai été scolarisée au lycée Les Bruyères, donc qui est quand même à Sotteville-lès-Rouen, qui est quand même une grosse structure. Je ne me suis jamais fait à la fourmilière géante que c'était. J'ai détesté du plus profond de mon cœur cet établissement, ce gigantisme du truc, j'ai détesté vraiment. Je me sentais perdue là-dedans, alors là, je trouvais pas du tout ma place, et une fois encore, sans jamais être isolée, mais je n'arrivais pas moi-même à me situer dans le truc. Je vais alors faire le minimum syndical au sein de l'établissement. Par contre, je bosse chez moi. Donc, on s'est souvent posé la question... Ensuite, quand mes parents ont su que le lycée était plus une façade qu'un endroit dans lequel j'entrais, mais comment tu faisais pour avoir ces notes-là? C'est parce que ce que je ne faisais pas au lycée, je le faisais en travail personnel à la maison. Et ça, j'adorais ça. C'était la meilleure période de ma vie parce que... j'adorais bosser, j'adorais apprendre, j'adorais attraper des connaissances. T'as 16, 17 ans, blam, t'engranges. Par contre, j'aimais pas le faire dans une classe de plus de 30 personnes avec des profs qui, parfois s'y prennent à 4 fois pour trouver ton prénom. Bref, donc j'essayais quand même de maintenir la barque à flot. J'avais un niveau scolaire bon, en n'en foutant pas une et par la suite en n'y allant même plus. Hein, j'étais là juste au contrôle pour avoir quand même un semblant de moyenne, mais alors fallait voir les appréciations sur les bulletins. Qui est-elle? Où est-elle passée? Non, mais mes parents, les pauvres.
Et j'avais des appréciations de merde avec une moyenne générale de 13,8. Alors après, vous avez deviné, hein, j'étais plus dehors que dedans, c'est-à-dire que mes parents, eux, pensaient que j'y allais, sauf qu'au lieu de bifurquer à droite pour aller à l'entrée du lycée, je bifurquais à gauche et j'allais dans un établissement qu'on appelle l'Arcade, qui était une sorte de, vous savez, une sorte d'endroit à la cafette de premier baiser, Hélène et les garçons, tout ça, où les désespérés du lycée, tous confondus, se réunissaient, on fumait des clopes, on buvait des cafés, des 8 litres de café, on jouait au billard, moi je lisais aussi beaucoup de livres, je travaillais aussi. Ah, j'aimais bien travailler à l'Arcade, moins au lycée. Le lycée, pour moi, c'était... il y avait une sorte de mécanique bizarre qui se mettait en place quand j'entrais là-dedans. J'avais une sorte d'étouffement, je vous dirais pas d'agoraphobie, c'est pas le cas, faut pas se mettre des trucs que t'as pas, mais... tout de suite, j'étais compressée, quoi. C'est vraiment... cette période-là, elle a été ultra pénible quand même. Je me souviens vers les affins, avant qu'on mette un stop à ça et que je sois réinscrite derrière dans un autre lycée où ça n'a pas mieux fonctionné, je me souviens que vers les affins, j'en pouvais tellement plus de ce lycée dans lequel, vraiment, j'insiste, hein, ça se passait très bien. En tout cas, j'ai pas... on pourrait croire qu'il y avait du harcèlement, qu'il y avait des choses comme ça, ce qui n'est pas le cas, hein. Là, le problème, c'est vraiment moi dans le lieu. Quand je faisais des journées entières parce que je m'étais fait attraper et que... mon père ou ma mère allaient au lycée et qu'on leur disait que la voiture que j'avais pas, étant donné que j'avais même pas le permis, n'avait pas crevé 116 fois. J'avais fait mourir grand-mère et grand-père facilement 314 fois. Donc évidemment, à un moment, je me faisais un petit peu attraper la tronche. Bon, quand il fallait que je passe des journées entières, j'étais tellement à bout de nerveusement, je dirais, émotionnellement, que le soir, dans le bus scolaire, vraiment, je pleurais dans mon coin de fatigue. Une fatigue, pas physique, une fatigue émotionnelle. Il fallait absolument que je me réfugie, que je rentre, que... Voilà. Et c'était compliqué parce qu'à l'époque, on n'expliquait pas ça. On savait pas ça. Je crois que durant ma période globale des 2 lycées que j'ai pu faire, si hypersensibilité il y avait déjà à cette époque-là, je pense qu'elle a fait mes forces de mes années collège-lycée comme elle a fait mes failles. En fait, les forces, elles étaient à la hauteur de mes failles. J'adorais apprendre, j'adorais engranger des connaissances, j'adorais tout ce qui était scolaire, on va dire... un cahier neuf, écrire, lire, engranger des bouquins, j'adorais ça. Mais je détestais tout ce qui était mis en place autour de ça. Alors évidemment, peut-être que si on avait eu des mots sur tout ça, est-ce qu'on n'aurait pas opté pour une scolarisation à la maison, par le biais à l'époque du CNED ou des trucs comme ça? Est-ce que si on avait eu des mots comme on a aujourd'hui, des mots posés, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre des choses en place? Effectivement. Mais bon, on ne refait pas ce qui est fait. Enfin si, on refait un petit peu. J'ai quand même passé un DAEU à 40 piges, donc oui, on peut refaire un peu. Mais c'est pas la même chanson. Puis le collège et le lycée, c'est une longue histoire d'attente. Et vous apprendrez que quand on est identifié hypersensible, l'impatience fait partie du packaging. C'est cadeau, tiens. C'est pour toi, pas pour tout le monde, hein. Je vous l'ai dit dans mes propos, tout n'est pas applicable à tous les hypersensibles, mais le lycée, c'est une longue histoire d'attente. T'attends dans les couloirs, t'attends le bon service pour aller manger. Parce que oui, il a fallu que je fasse l'étape de la cantine, 2 fois. Ça va. Après, on a compris qu'il fallait que j'abandonne le truc. T'attends le prof un quart d'heure. T'as rien droit de dire. Toi, t'es en retard 2 minutes. Faut que tu redescendes les 14 km pour aller au bureau pour faire valider ton billet d'absence. T'es en retard 2 minutes. T'attends tout le temps. T'attends tes notes. T'attends t'attends le compte-rendu des conseils de classe. C'est une histoire d'attente tout le temps. Ça aussi, c'était compliqué. Si vous voulez, toujours avec ce recul des années que j'ai maintenant, je trouve que la pire période pour moi, en tant qu'hypothétiquement hypersensible, ça a été le lycée parce que t'as 16-17 ans. 17 ans, je trouve que c'est une charnière. C'est une charnière parce que t'as 17 ans, on t'assomme avec des pressions sociétales, des attentes familiales et assimilées,
Tu dois prendre des décisions presque d'adulte, alors que si tu te prends trop pour un adulte et que tu prends trop tes aises en termes de décision, on te rappelle que tu as 17 ans et que tu as que ta gueule à fermer. Donc je trouve que 17 ans, je ne sais pas pourquoi, mais moi je trouve, de toute façon 17 ans c'est là où moi j'ai commencé à avoir mes conflits avec le sommeil. Je trouve que 17 ans c'est un âge où il y a un virage qui opère. Tu as 17 ans et tu te dis, tu arrives peu à peu dans ta vie d'adulte, tu te dis, ok, la société, la famille attendent ça de moi. Mais moi, pourquoi je ressens toutes ces contradictions? Pourquoi? Et là, vraiment, là, oui, tu te prends le décalage en pleine gueule parce que tout le monde fait ce qu'il a à faire et le fait bien. Mais toi, dans ta perception à toi, tout le monde fait ça comme un petit robot. Voilà, on le fait parce qu'il faut le faire. Et toi, tu es là, mais moi, je veux pas, j'ai pas envie, j'y arrive pas. C'est hyper compliqué. Je vous rappelle, tu as 17 ans. T'as même pas un poil de huc dans la vie d'adulte. Donc, moi, tout est devenu plus complexe à partir de cet âge-là. Où là, vraiment, j'ai pris dans la gueule le décalage. Avant, non. Là, je me suis dit, ok, j'ai pas les mêmes réactions que les autres. Il y a beaucoup de choses où je suis pas d'accord. Et ça, c'est pas logique. Là, oui, j'ai commencé à me prendre, à me dire, bon, ok, j'ai pas le même mode de pensée, j'ai pas le même... Mais tant pis, c'est comme ça. Toujours et encore, il n'y avait pas de mots. Donc, tant pis, c'est comme ça. Je crois qu'en tant qu'adulte responsable de tes choix, tu fais des choix qui te semblent cohérents avec tes limites. Alors, ça semblera pas cohérent à ton entourage, ça semblera pas cohérent pour les gens autour de toi, mais toi, tu fais avec tes limites. Tu fais des choix, c'est assez compliqué, parce que là, c'est vraiment du ressenti. C'est pas facile à verbaliser, mais tu fais des choix. Par contre, tu ne t'en voudras pas de tes choix par rapport à ce que sera ta vie. Tu vois, tu fais ce choix-là parce que c'est difficile, parce que des choses qui n'appartiennent qu'à toi. Par contre, il n'est pas question, j'ai jamais eu de regrets, si vous voulez. Certes, tu fais des choix de vie qui sont cohérents avec tes limites, ça ne veut pas dire que tout va rouler. Hein. Ça ne veut pas dire que les gens qui gravitent autour de toi vont comprendre. Mais moi, je pars d'un principe très simple, c'est que tes choix à toi, ça reste les tiens. Et tant pis. Tu pars très vite d'un principe que ce sont tes choix, tu te dois de les assumer, et tant que tu ne mets personne en danger par rapport à tes choix, tu fais bien ce que tu veux. Après, ça te regarde toi. Si tu veux, pour faire un peu plus simple et pour vraiment mettre du contexte dans le truc, on est en 1995. J'ai 17 ans. Personne, je dis bien, personne ne me parle à aucun moment d'hypersensibilité ou quelque chose s'en rapprochant. Que ce soit dans les cadres scolaires, médicaux ou familiaux, personne ne parle de ça. Il n'existe pas de mots quand tu es dans une hypersensibilité. Ça n'existe pas, ça n'a pas d'existence connue. Quand tu as 17 piges, tu vois les médecins scolaires, machin, personne ne te parle à aucun moment de ça. Donc, puisque ça n'a pas d'existence connue en 1995, à cette époque, que personne, par conséquent, n'essaie de te normaliser à grands coups de « on pose des mots », c'est difficile de vous dire que j'ai souffert de ça, étant donné que, pour moi, on ne peut pas souffrir de quelque chose qui, sur le papier, dans les cadres où on aurait pu me parler de ça, ça n'existe pas. Ce serait vous mentir de vous dire, alors oui, il y a eu des difficultés par rapport à moi et mes ressentis, mais par contre, vous dire que j'en ai viscéralement souffert de ça, ce serait vous mentir. Ce qui est, ma foi, très différent par rapport à notre époque actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mettre un mot sur tout. Il faut identifier certaines choses quand il y a un furet qui court un peu dans le mauvais sens, que ce soit en termes de réaction, d'attitude, de comportement. On va même aujourd'hui jusqu'à l'autodiagnostic
parce que bah on a vu un tel avait ça, donc on se dit peut-être que j'ai ça. On va jusque-là, ce qu'on faisait pas à l'époque, hein. Moi, je me suis jamais, en 1995, je me suis jamais dit, tiens, et si? Jamais. Je faisais ce que j'avais à faire comme je le pouvais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'autodiagnostic fait partie intégrante, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire, si j'en vois pas au moins 2 ou 3 fois la semaine des personnes qui s'autodiagnostiquent, j'en verrai pas, hein. Il y a un très bon côté aux choses. On doit absolument coller des étiquettes, on doit absolument identifier ce qui doit être identifié. On doit mettre un mot sur quelque chose parce que si on met un mot sur ce que tu as, forcément, ça te fera avancer. Maintenant que tu sais, tu peux avancer. Et bien avec ça, je ne suis pas d'accord. Parce que non, moi, le fait de le savoir très fraîchement ne me fait pas avancer. Ça va au-delà de ça, puisque pour moi, ça a donné une autre dimension. Je ne suis plus dans le... Comment je peux te dire ça? Je ne suis plus dans le... voilà, je réagis comme ça parce que... et puis c'est comme ça. Aujourd'hui, maintenant que je le sais, je réagis comme ça à cause de ça, avec ce côté un peu vénère là. Donc non, une fois encore, j'ai très envie de dire que faut pas généraliser. Moi, le fait de le savoir, pour l'instant, ne me fait pas du tout avancer, voire même me crée des interrogations que j'avais pas particulièrement avant de le savoir. La vie psy, alors ça, ça c'est un peu... C'est un peu le bas qui blesse parce que selon, je vous l'ai dit, avec la psychologue qui me suit, ça se passe très bien, mais il y a des moments, elle me fait un peu des suspens bizarres et elle me dit en fait que d'accepter, être dans l'acceptation alors qu'elle sait que c'est mon problème, l'acceptation de plein de choses, ce serait faire de mon hypersensibilité une force. En gros, passer par la phase d'acceptation de mon hypersensibilité, ce serait entre guillemets, transformer l'essai. Ok, mais comment? Quoi faire? Comment faire? Comment comprendre? Voilà, comprendre mon hypersensibilité, ce serait transformer l'essai. Voilà ce qu'elle m'a dit. Comment comprendre ce que pas grand monde comprend? Quand je lui dis, mais comment je la comprends? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez me conseiller? Elle me dit, ça, il ne tient qu'à vous. Je suis assez d'accord, hein, mais en même temps, il ne tient qu'à vous. Ah. Vaste théorie. Et donc, vous savez, je vous parlais toujours du point de vue de la psy, je vous parlais de tests, de questionnaires, je ne sais pas trop comment on les appelle, que j'ai pu passer pour justement avoir l'identification de cette hypersensibilité. Et il y a diverses formes d'hypersensibilité au sein même de votre hypersensibilité. En tout cas de la mienne. Et moi, celle qui est première sur le podium, c'est l'hypersensibilité cognitive. Si tu analyses un petit peu, c'est pareil. Il n'y a pas tellement de surprises finalement. Quand tu le sais, tu analyses, ok, oui, ceci explique cela, c'est à cause de ça. Hypersensibilité cognitive égale un besoin viscéral de logique, avec une logique qui n'est que la tienne et qui n'appartient qu'à toi et qui parfois n'est peut-être pas si logique que ça, mais un besoin de logique dans les choses, en fait. Il n'y a pas de point... En fait, si tu veux, pour ma part, avec mon hypersensibilité, on part d'un point A pour aller à un point B. Et il y a des personnes qui font tout l'alphabet, et ça, c'est dur pour toi. Enfin, c'est dur pour moi, en tout cas. Évidemment, une surchauffe permanente de la boîte à cogiter, tout est soumis à penser, à réfléchir. Et ça te crève un bonhomme. L'impatience, oui. Alors moi, j'ai un seuil de patience très limité. L'impatience fait partie du packaging et des défaillances, hein. Mettez ce propos entre guillemets, qui donc va de pair avec cette faculté tout à fait extraordinaire de vite s'ennuyer. Ah oui, ça c'est terrible, hein. C'est terrible et qui induit que certaines visites de certaines choses, musées et compagnie, très vite, j'ai envie de
d'avaler moult statues et moult tableaux jusqu'à ce que mort par étouffement s'en suive, hein, vraiment. C'est pas le truc de ne pas aimer l'art. Alors je suis plus sensible à certains arts que d'autres, mais c'est que c'est long. C'est que c'est long. Moi, si vous voulez, un musée, quand je suis rentrée dedans, faut aussitôt que enfin, ça y est, on a vu, on sort. Sauf que quand tu fais un musée, t'es généralement pas toute seule. Et c'est là tout le problème. Bon, alors ça fait rire, hein, ça a l'avantage, c'est que c'est drôle. Évidemment, ce qui fait partie des joies de l'hypersensibilité cognitive, c'est la planification de tout. Faut que tu sois sûr que tout va se passer comme prévu. Donc, tu planifies absolument tout. Et si, je dis bien, et si dans ce que tu as prévu, tu as planifié, tu as organisé dans ta tête, il y a une seule micro-couille dans le pâté, c'est la fin des haricots. Vient ensuite un point très intéressant que j'ai pu partager avec ma psy, puisque moi, dans le palmarès, en deuxième place, on a l'hypersensibilité émotionnelle. Et ce qui est assez... il y a une petite singularité là-dedans, c'est que la mienne, elle a des points de rupture. Ce qui revient à dire que là où la plupart, et je ne généralise pas, mais je vous donne une définition telle qu'elle m'a été donnée par la psychologue, là où la plupart des hypersensibles émotionnels vont exploser, vous coupez tout. Je déconnecte, je m'engourdis, ça s'arrête net. Bien évidemment, du point de vue de la psy, il s'agit simplement d'un mécanisme de protection qui n'est pas du tout perçu de cette manière par les gens qui t'entourent. Je vais vous donner, pour vous donner un exemple très parlant qui en plus a eu lieu il y a peu, j'ai fait ma dernière séance de TAP dernièrement. Et c'est vrai que ce fut une journée un peu particulière parce que journée des bilans, journée où on fait le point, et donc il y a quand même un tsunami d'émotions entre les mots de ceux qui t'ont suivi, des professionnels, entre voilà l'accumulation des histoires des autres, les pleurs des autres. C'était une journée vraiment très chargée émotionnellement. Et donc vient le moment des au revoir, et là ça pleure. Et je ne saurais l'expliquer, mais dans ma tête, bram, tout de suite, fermeture. Fermeture du sas, ma tête, il y a, c'est bon, il y a un début, il y a une fin, point, zéro émotion. C'est ce qu'elle appelle, la psy, les points de rupture. Parce que trop, c'est trop, mon cerveau n'est plus en mesure, mon émotionnel n'est plus en mesure d'encaisser, stop. Fin de tape, les au revoir, ça pleure, clap de fin pour moi. Anesthésie émotionnelle immédiate. Je ne saurais pas mieux vous l'expliquer que ça. Je vais vous passer volontiers, parce que pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps, alors le rabâchage, mais bon, je vais vous passer sur le chapitre hypersensibilité relationnelle, parce que bon, alors là, pourtant, c'est pas dans le top 1, hein, c'est pas ni top 2, mais c'est hyper complexe pour moi, parce qu'à partir du moment où, pour vous résumer, pour que vous puissiez comprendre un peu mon point de vue sur tout ce qui est relationnel, moi, je pense que le problème avec l'humain, c'est que l'humain finit toujours par te décevoir. À partir de là, vous avez un schéma un peu global de ce que je peux penser, et du fait que je sois très avare en... Comment je peux dire ça? En partage avec les êtres humains, avec mes semblables. Je suis très avare parce que je suis prudente, je suis méfiante, j'ai pris dans la gueule et que simplement je suis dans une protection. Et je vais vous dire une vérité, je suis très bien comme ça. Je n'ai pas du tout envie d'améliorer ça. Je m'ouvre si je dois m'ouvrir aux personnes que je considère être bonne dans ma vie, et ça s'arrête là. J'ai plus envie de donner ma confiance au premier pélo qui va me péter au nez, qui va me chier dans la tempe. Ça suffit en fait. Ça suffit. Voilà, ça y est, j'ai donné. Donc j'ai pas envie que ça change. Ça m'arrange très bien. Et figurez-vous que très étonnamment, malgré mon rapport au bruit et aux odeurs, mon hypersensibilité sensorielle n'est que très modérée. Moi je vais te dire, on peut pas avoir toutes les merdes, c'est très bien. La vie des autres. Alors là, je vous le dis, je vais en faire des caisses parce que j'ai tant à dire. J'ai tant à dire sur le point de vue, le grain de sel, la vie des autres par rapport
à des comportements, à des attitudes que tu peux avoir quand tu es hypersensible, et d'autant plus quand tu es hypersensible et que tu ignores que tu l'es. D'après vous, voilà, juste comme ça, à brûle pour point, mais d'après vous, comment est-ce perçu quelqu'un qui reste de marbre quand toute une assemblée s'émeut face à quelque chose qui se passe? Pour reprendre l'exemple du TAP. Quand tout le monde pleure parce que c'est la fin de ces 3 mois de TAP et que toi, tu es là en train de regarder tout le monde parce que tu t'es de façon éphémère, tu t'es coupé, tu t'es engourdi de tout ça. Comment crois-tu que c'est perçu? Bah, c'est perçu que t'es une connasse et que t'en avais rien à foutre des gens avec qui tu étais. Alors que quelque part, tout s'explique d'une part par cette hypersensibilité relationnelle avec laquelle j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que j'ai créé des affinités avec ces filles avec qui j'ai partagé ces 3 mois. Maintenant, attention, toute proportion gardée. J'ai créé des affinités avec certaines et pas toutes. Et ce ne sont pas mes amis ni même mes copines. Vous voyez, voilà. Ça aussi, le relationnel, c'est comme ça. Et en plus, j'ai cette rupture, malgré moi, qui s'opère quand c'est trop. Quand il y a un trop-plein, bram, hop, anesthésie d'un coup d'un seul. Mais dans l'œil de l'autre qui sait pas, bah t'es juste une connasse en fait. T'es juste ça. Et l'opposé s'applique. Quand moi je suis capable de m'émerveiller pendant 1h30 posée sur une plage, à voir le coucher de soleil et à entendre le bruit des vagues, je suis capable de m'émerveiller et que ça me monte au cœur presque aux larmes, bah souvent c'est synonyme qu'on se foute de ta gueule. Parce que c'est bon, c'est que des vagues, c'est bon, c'est qu'un coucher de soleil. Bah non, c'est pas que. Voilà, c'est pas que pour moi, ce n'est pas que dans le moment même où je le vis. Et vous savez que pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est qu'à l'âge adulte et très avancé, et encore plus, parce que je suis quand même obligée de mentionner ça, encore plus en étant active sur les réseaux sociaux, ce n'est que vraiment à l'âge adulte avancé que j'ai commencé à entendre les premières phrases du type « Tu prends les choses trop à cœur, tu devrais lâcher prise, t'es trop susceptible, attends, tu te fais chier avec nous », des trucs comme ça. La phrase, le raccourci facile de la personne qui voit pas plus loin. Qui essaie pas de savoir pourquoi là, t'as décroché, que t'es plus du tout dans la conversation, pourquoi là, tu t'ennuies, alors que t'es contente de partager cet instant avec ces personnes-là, mais là, à ce moment-là, ça t'emmerde. Ce ne sont pas les gens qui t'emmerdent, c'est le moment, ce qu'on fait, où on est. Voilà, il y a vraiment je trouve, ce manque de recul. Mais pourquoi elle se fait chier là? Pourquoi est-ce qu'il... Voilà. Même poser des questions. Poser des questions, je suis très ouverte à discuter de ça. Pourquoi là ça t'emmerde? Bah ça m'emmerde parce que si, parce que ça. Et en plus, pour des personnes qui sont ouvertes d'esprit, ça peut générer de très gros fous rires, tu vois. Enfin, je reprends l'exemple de Gwen et moi dans le musée où vraiment, moi j'étais au bout du rouleau. Et Gwen, elle a capté que j'étais au bout du rouleau. Elle a sorti un missile en plein musée, mais un fou rire. Ça te détend du bulbe. Tu vois, quand tu es avec des personnes qui comprennent et qui ont un minimum d'ouverture d'esprit, c'est d'un seul coup plus facile pour tout le monde. Il y a une certaine catégorie de personnes, j'ai presque envie de vous dire la bien-pensance, et encore que, est-ce que c'est bien adapté, mais qui s'est imaginé que d'être hypersensible, c'est tendance, ça c'est une trend. Et qu'on est tous et toutes hyper heureux de se sentir en décalage avec le reste du monde. C'est vrai, c'est vachement bien de vivre au quotidien avec tes émotions qui font un ping-pong et que toi, t'arrives pas à gérer. C'est vraiment bien, c'est chouette, on est bien là. Ah bah oui, on en redemande, écoute. Et alors, les réseaux sociaux, on a, j'en frémis de l'œil, on a une pomponnade. On a le pompon sur la Garonne. Ces personnes qui ne sont pas du tout concernées, voilà, connaissent pas le sujet et qui vont dire ouais c'est bon, faut arrêter avec l'hypersensibilité, faut arrêter, tout le monde est hypersensible, faut arrêter avec ça. Bah, vas-y, propose mon copain, moi je dispose, hein. Tu proposes quoi? Je vote pour toi, hein. Ah ben si t'as la solution, si tu peux me donner une clé, une boîte à outils ou je ne sais quoi qui permettrait que quand je passe une journée ou un week-end à Paris, que je n'ai pas cette nécessité presque vitale de m'enfermer pendant 48 heures pour récupérer,
propose, hein. Moi, je veux bien, hein. Tu sais tout, donc propose. C'est les mêmes, hein. Je vous le dis, c'est les mêmes qui vous disent que pour maigrir, faut arrêter de manger. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Hein. Il y a là, il y a le bout du nez, puis ça s'arrête là au niveau de la projection, hein. Au niveau de la réflexion, ça s'arrête là. Voilà. Je pense aussi, et ça encore plus propre aux réseaux sociaux, je pense aussi qu'il y a parfois la volonté juste toute simple de blesser. Parce que la malveillance, c'est tendance hein, aussi. Hein. Voilà, la malveillance de soupçonner que, la malveillance de dire que toi t'es mieux que l'autre, hein, de bien écraser la gueule de l'autre pour mieux t'encenser. La malveillance aussi, c'est tendance. Donc à partir de là, à partir de là, quand il y a une nécessité, une volonté de juste piquer l'autre, de blesser, d'être méchant gratuitement, et en plus, t'as de quoi être méchant gratuitement parce que l'autre, il a une petite bicyclette qui fait le Tour de France dans le mauvais sens. Ah bah alors là, tu donnes du grain. Hein. Ah bah, penses-tu? Vous savez, je pars d'un principe quand même qui est plutôt très simple à comprendre, avec mon besoin de logique, qui est très simple à comprendre, c'est que quand on est hypersensible, on en prend déjà un peu plein sa gueule soi-même. C'est-à-dire que, en fait, continuellement, toi-même, tu te remets en question. Pensez bien quand même qu'on n'a pas spécialement l'envie d'avoir quelqu'un qui va t'accabler. Déjà, ça ne sert à rien, et ça, véritablement, ça fait pas avancer les choses. Alors en plus, si tu saupoudres tout ça d'un peu de méchanceté, de malveillance, bah là, on a la joie des réseaux sociaux, pardonnez-moi, mais les réseaux sociaux, c'est beaucoup de bonnes ondes. C'est beaucoup, selon mon point de vue, hein, quand il y a quelque chose qui tourne pas très rond, quand tu dois régler quelques petites choses, alors moi notamment, perte de poids, tout ça, il y a beaucoup d'encouragement et je le vois, je le prends, il y a beaucoup de bonnes paroles, il y a beaucoup de choses qui vraiment motivent et encouragent, mais vous avez toujours ce petit quota. Et pourquoi on a ce truc merdique de retenir ce petit quota qui va vouloir vous assommer la gueule et qui n'aime pas que vous vous sortiez de merdiers divers et variés. Pourquoi est-ce qu'on retient ce petit quota alors que finalement, non, c'est un petit quota qui n'est là que pour ça, qui, au lieu de se gratter le cul, vient gratter le cul des autres. Et pourquoi on est comme ça? Putain, j'aimerais pouvoir me détacher de ce petit quota qui est juste là pour piquer et qui va faire que ça, en fait. Juste piquer, et on le sait, ça n'a aucun... C'est une personne, c'est un quota de personnes qui n'aura finalement aucun impact dans la suite des choses. Mais ça pique sur l'instant, et ça... j'ai réussi à me défaire de beaucoup de choses, mais ce petit piqué pour piquer, j'y arrive pas. Et je me barricade tant que je peux, mais il y a toujours une ou deux personnes qui arrivent à passer. Ça m'agace de ne pas réussir à dire « oh, merde ». Ça m'agace parce que ce quota de personnes piquantes là, bah forcément, compte tenu de l'hypersensibilité, c'est quelque chose que tu peux ressasser au mieux des cas une journée. Au pire des cas, tu peux ressasser pendant 3-4 jours. Voilà, te dire, mais pourquoi? Te demander, mais pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi? Il y a plein de trucs. Enfin, je pense que ça, c'est propre à beaucoup de créateurs de contenu. Mais il y a plein de trucs qu'on se prend dans la gueule. Bon, bah, quand il y a une hypersensibilité, c'est... Voilà, je te dis, c'est macération, rumination pendant 18 jours. Mais tu te dis, pourquoi, en fait? Je t'ai pas agressé, je t'ai pas volé quelque chose, pourquoi tu fais ça? C'est pas possible, quoi. Il y a des gens, franchement, je vous le dis, la porte des enfers, elle va s'ouvrir, mais tu peux pas parfois être profondément méchant comme ça sans un jour ou l'autre que le karma s'en charge pas, hein, je vous le dis, hein. Bon, bref, je me suis éparpillée. Je vais maintenant vous faire mon analyse personnelle de tout ça. On a eu l'avis psy, on a l'avis Jenny. Hein. Alors, l'avis Jenny, il vaut ce qu'il vaut, il vaut pas grand-chose, mais en tout cas, je suis quand même, moi, à être dans mon corps et à faire avec mon cerveau, mon cœur, mes émotions. Il était de bon ton, même, je dirais, quand on entend tout le temps ce verbe « accueillir ». Il était de bon ton d'accueillir cette identification d'hypersensibilité à bras ouverts. Moi, je ne l'ai pas accueilli à bras ouverts parce que
Je ne peux pas accueillir quelque chose de bonne aloi, les bras ouverts, quelque chose qui fout le merdier dans tout. Moi, le savoir, ça a tout amplifié. Donc, à partir de là, accueillir le truc, c'est très complexe. J'ai tenté de réfléchir un petit peu à tout ça et je pense que le fruit de mes réflexions n'est pas déconnant. Alors, bien entendu, ce sont mes réflexions. C'est pas une vérité universelle, c'est en tout cas ma vérité de mon ressenti, mais on dit souvent que telle ou telle chose ne nous définit pas. Pardon, mais l'hypersensibilité d'une personne, elle te définit un petit peu quand même, en majeure partie. Comment je pourrais vous dire que, actuellement que je le sais, maintenant que je le sais, comment je pourrais vous dire que mon hypersensibilité ne me définit pas, sans être dans le mensonge? Enfin, ce que je veux dire, c'est que je cohabite à 75% du temps avec quelque chose. Donc, comment vous dire que ça ne me définit pas? Sans elle, je ne serais pas la même. Je réagirais pas du tout de la même manière. Je n'aurais pas cette sensibilité-là. Je serais différente. Ce serait différent dans la gestion des émotions, peut-être même dans mon rapport à l'être humain. Ce serait forcément différent. Ce serait différent en intensité. Tout serait peut-être moins intense. Tout serait plus équilibré, ce serait, je pense, moins fatigant à vivre au quotidien. Je n'aurais peut-être pas cette nécessité de vouloir tout comprendre, surtout alors qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais toi, tu veux, on ne peut pas tout comprendre. Sauf que quand ta tête, elle veut tout comprendre et que c'est un petit peu compliqué, peut-être que j'aurais pas cette ambivalence-là qui te dévaste. Cette ambivalence, cette espèce d'éponge émotionnelle un peu bizarre où tu vas mettre 8 jours à te remettre si on attaque quelqu'un que tu aimes et que toi, on va te planter une flèche en plein cœur et qu'en 3 secondes, c'est réglé. Toi, l'ambivalence, elle est là. Émotionnellement, t'es capable du tout ou du rien. Comment je pourrais vous dire qu'elle ne me définit pas quand elle me pousse à tout organiser, tout planifier, tout penser, faire des listes à n'en plus finir pour les au cas où, on sait jamais, un départ en vacances et c'est un grabuge de listes et je répète et je vérifie des vérifications sans que cela ne soit des tocs, mais la peur de que tout soit lisse, tout soit rodé, qu'il n'y ait pas un poil qui dépasse quand elle me pousse à être en boucle pendant 8 jours sur un détail, là où d'autres lâchent l'affaire au bout de 10 minutes. Comment vous dire que ça me définit pas? Si, parce que c'est moi. Donc, l'hypersensibilité que j'ai me définit. Depuis que je le sais, justement, j'essaie de faire attention. Je me sens moins libre de mes émotions parce que j'essaie tout le temps de canaliser en me disant, là, t'as telle réaction, c'est peut-être à cause de ça, donc relativise. Alors, c'est un travail, peut-être que c'est ce qu'il faut faire, mais je me sens moins libre de mes émotions. Alors, comme je contiens, souvent, ce qui est contenu doit à un moment sortir. Donc, ça sort pas toujours de la meilleure des façons. J'essaie de relativiser, de prendre du recul, mais ça marche pas en fait. J'ai cette impression, c'est comme si tu essayes d'enlever un tatouage avec une gomme. Forcément, tu vas pouvoir y aller jusqu'à ce que la peau s'effrite, que le tatouage, il se verra encore. J'essaie de travailler sur le trop-plein émotionnel. Bon, ça marche pas beaucoup. J'essaie aussi de me dire, Jenny, vraiment sur le fait de relativiser. T'as ta logique, les personnes n'ont pas cette logique, c'est ta logique. C'est la tienne, voilà, mais conçois qu'en face, les logiques soient différentes. Et ça marche pas non plus, c'est hyper compliqué. C'est plus fort que soi, en fait. Mon hypersensibilité est une composante de mon identité. Alors, à ces heures, c'est un fardeau et parfois une bénédiction, je vous le dis. Bénédiction parce que, très objectivement, on va quand même pas parler que des merdes de l'hypersensibilité, parce que le bon côté de l'hypersensibilité, c'est que ce qui est beau, mais de façon très banale, pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles, devient très beau, vraiment de façon très intense pour les personnes qui sont hypersensibles. Ce qui est quelque chose que tu accueilles avec joie, on va dire, mesurée
Pour quelqu'un, toi, ça peut être une explosion de bonheur. C'est des explosions de plaisir, de bonheur et de joie. Et ça, c'est quand même un bon côté parce que j'ai l'impression que les hypersensibles, sans mettre tout le monde dans le même panier, mais finalement, on arrive à apprécier de façon plus les choses hyper simples. Et ça, c'est quand même le bon côté des choses. Et c'est pareil en ce qui concerne quand tu aimes les gens, quand tu aimes quelqu'un, quand tu apprécies quelqu'un, tu l'aimes entièrement. Ce qui est aussi très vrai quand tu peux pas le blairer. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, les opposés, quand tu aimes quelqu'un, c'est corps et âme. Quand tu peux pas blairer quelqu'un, c'est généralement corps et âme plus puonné. Donc vraiment, être plus sensible que la moyenne face aux belles et bonnes choses de la vie, ça, c'est fabuleux. Je vous le dis, on peut pas avoir toutes les merdes, c'est pas possible. Les stratégies, alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses que j'ai mises en place avant même d'avoir été identifié hypersensible. Et j'insiste vraiment sur le fait d'identifier. On n'est pas diagnostiqué hypersensible. Je précise, il n'y a pas de traitement. C'est pas un médecin qui vous diagnostique, c'est un psychologue qui vous identifie à l'aide de certains supports et surtout à l'aide en observant. Ce que j'ai mis en place déjà, avant même de le savoir, c'est l'entourage. J'ai fait... je vous parlais de choix. Il y a un moment, il faut faire des choix. Moi, je pars d'un principe très simple, c'est qu'on est tous et toutes le toxique de quelqu'un d'autre. Même si on se dit, moi, je suis très bien. Non. Moi, je pense qu'à un moment dans sa vie, on peut tous être toxiques pour quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai essayé de cogiter là-dessus dans les deux sens. Pour qui... Dans mes réactions, je peux être toxique. Bam, premier pan de réflexion, parce que c'est bien de remettre les autres en question, mais il faut se remettre soi aussi. Sinon, c'est un éternel recommencement. Et donc, la question posée, qui ne me fait pas de bien ? Qui a des comportements qui ne me font pas de bien ? Qui a déjà eu des réactions qui ne me font pas de bien ? T'as tes réponses. Et à partir de là, terminado. Là où j'ai toujours arrondi les angles, quitte à en souffrir véritablement, aujourd'hui, c'est terminé. Et peu importe que l'on parte sur les sphères réelles, la vie au quotidien, ou les sphères virtuelles, je n'arrondis plus les angles. À partir du moment où ça me blesse, où ça me met en inconfort, vraiment, et où ça ne va pas dans le sens de mes valeurs, c'est fini pour moi, c'est stop. C'est un stop net et précis. Et je pense que ça fonctionne. Mais ça induit également que comme je considère que je peux être la personne toxique de quelqu'un d'autre, si quelqu'un me sort de sa vie sans me donner l'heure, il n'y a pas de problème. À partir du moment, si tu veux, que j'ai ce double flux de réflexion qui me semble toxique pour moi, alors toxique, pour vraiment utiliser un terme générique, on va dire, et qui est hypothétiquement toxique pour moi, comme j'ai ce double flux de réflexion, il n'y a aucun problème. Moi, j'accepte, mais alors vraiment sans l'ombre d'un problème, qu'on me dégage de sa vie du jour au lendemain, et je n'estime pas nécessaire qu'on vienne me faire une dissertation littéraire pour me dire « je m'en vais parce que si, parce que ça ». Pourquoi ? Parce que si tu décides de t'en aller, tu as de très bonnes raisons et j'ai pas envie d'épiloguer pendant 15 jours pour qu'on puisse avoir les tenants et les aboutissants. T'as tes raisons à partir de là, point. Je sais que pour certaines personnes, ça bouscule dans les culottes, mais écoutez, moi je pars d'un principe très simple, c'est que c'est une façon d'une part de ne pas s'imposer à quelqu'un d'autre. Parfois c'est difficile et on parle... à l'heure et à l'ère des réseaux sociaux, parfois c'est difficile de s'en aller de quelqu'un que l'on suit parce qu'on a cette peur de froisser, on a cette peur, on préfère ne pas trop bousculer les choses et foutre en sourdine ou quoi qu'est-ce plutôt que de s'en aller très clairement. On préfère presque choisir la carte de « je peux plus saquer ta gueule, mais je vais te mettre en sourdine parce que j'assume pas ». Moi, j'ai pris le parti d'assumer quand ça veut pas dire que je déteste profondément la personne. Ça veut juste dire que ou la personne, quand c'est moi qui me taille de quelqu'un, ou la personne, elle a eu une attitude qui m'est intolérable et à mon niveau, avec mes degrés de ce qu'est l'intolérable, ou
j'estime qu'il y a des valeurs qui ne sont plus partagées. Bref, vous vous doutez bien que j'arrive bientôt à mes 47 ans. Quand je prends la décision de couper les ponts avec quelqu'un, c'est pas parce que j'ai eu envie de faire caca à 8h et qu'à 10h, je me suis dit « Oh, allez, j'ai le fnu un peu bouché, donc on va dégager. » Non, on n'a pas 12 ans. Je veux dire, il y a voilà, quand tu coupes les ponts, que tu décides que tu ne voulais plus de lien avec quelqu'un, il y a forcément une bonne raison. Et ça, lié à l'hypersensibilité, quand tu décrètes que ça c'est trop pour toi et que ça a franchi ce que toi tu peux tolérer, quand tu coupes les ponts comme ça apaise immédiatement parce que tu sais que cette situation-là ne réitérera pas. Donc ça t'apaise immédiatement. T'es pas dans le doute de te dire « Attends, je laisse passer ». Je dis rien, je laisse faire. Est-ce que ça va recommencer? Boule au ventre, cogitation, rumination. Non. Non. Très, très, très peu pour moi, c'est fini ça. Autre chose que je tente de mettre en place tant bien que mal, c'est l'identification des déclencheurs. Ben oui, qu'est-ce qui me met en inconfort? Ce que je peux mettre en place ou pour faire ce qu'on appelle l'éviction, et ça, c'est pas facile, ou essayer de tempérer un peu le truc, de faire les choses, mais en se disant ça va bien se passer, en essayant d'organiser au mieux, enfin voilà, essayer d'identifier les déclencheurs et de se fabriquer des plans de repli, si je puis dire. Essayer de travailler sur ce qui déclenche et de trouver des solutions. Enfin, c'est pas simple, hein, parce qu'il n'y en a pas 30 000, mais essayer de... Il y a autre chose que j'ai mis en place, et ça avant même de le savoir, là c'était plus lié à tout ce qui est résistance à l'insuline, au stress, tout ça, mon taux de cortisol, c'est la cohérence cardiaque. Je vous en ai parlé un tout petit peu, je ne sais plus quand, je ne sais plus où, mais là, les exercices de cohérence cardiaque, alors ça c'est très efficace. Quand vraiment, moi c'est notamment dans les transports où il y a des moments c'est compliqué, et en scred, je fais ma cohérence cardiaque. Il y a des applications, mais tu peux très bien faire sans. Exercice de respiration, 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration, et ce pendant 3 minutes. Et aussi, je suis tombée sur une chaîne un petit peu pour le soir, notamment pour m'apaiser un petit peu. Quand il y a eu des journées un petit peu chargées, je suis tombée sur la chaîne de La Botanique du Cœur. Alors après, elle propose du contenu autour de ça, mais qui n'est pas que ça, c'est les méditations guidées. Alors bon, ça peut vous sembler un peu lunaire ce truc-là, mais mine de, ça apaise, je trouve. Alors elle propose l'hypnose pour sommeil, des siestes récupératrices, bref, elle a ce genre de contenu, mais méditation guidée pour hypersensibles, je trouve que ça m'a fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup cette chaîne parce que je trouve que le contenu peut être d'un vrai soutien. Donc voilà, je trouve que ça fait partie des chaînes utiles, et en plus visuellement c'est assez joli, donc voilà, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, La Botanique du Cœur. Alors forcément, après, je lis des trucs, je m'instruis, j'apprends autour de ce qui est l'hypersensibilité. Il y a des choses que je lis avec lesquelles je me sens raccord et d'autres un peu moins. Je pense justement que c'est ça, dans l'hypersensibilité globale, il y a diverses formes d'hypersensibilité et que certaines formes sont plus présentes que d'autres. Pour la suite des choses... Aujourd'hui, je vis pas très bien, je vous en ai déjà touché 2-3 mots. Là, on va partir vers la conclusion de cette vidéo. Aujourd'hui, je vis pas très bien tout ça parce que vraiment, je rends coupable cette hypersensibilité. En fait, elle n'est pas accueillie comme le voudrait le bon ton. Elle n'est pas accueillie, elle me fait souvent me dire, bah tu vois, si là tu réagis comme ça, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ça. Et donc on ne fait pas qu'un, on n'est pas en osmose, elle et moi. Et c'est justement le travail restant à faire, d'essayer de composer avec ça, de faire avec ça. Ça fait partie de moi, c'est une partie, ça me définit en majeure partie. Et essayer de composer, vraiment continuer à travailler sur le fait de relativiser certaines choses. Effectivement, peut-être de donner raison aux personnes qui m'ont toujours dit « Mais Jenny, tu prends les choses trop à cœur ». Effectivement, essayer de prendre les choses un peu moins trop à cœur, c'est pas très français ça. Hein. Mais voilà, essayer de bosser sur la prise de recul. Pas le lâcher prise, parce que ça, bah, autant vous dire que voilà. Mais prendre un peu de la distance. Ça doit pouvoir se faire si on gratte bien.
Finalement, ce qui est très compliqué avec l'hypersensibilité, c'est tout ce qui est gestion. Gestion des émotions, gestion des réactions, gestion des attitudes, gestion de la prise en compte de l'autre. Ça aussi, hein, il faut le dire. Tu as ta logique que tu crois être la bonne, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, gestion de la prise en compte de l'autre. Toi, tu vis pas bien la chose parce que tu es hypersensible, mais qu'on soit qu'en face de toi, la personne ne l'est pas. Et effectivement, elle réagit différemment parce qu'elle ne l'est pas. Donc, tu vois, je pense qu'il faut une considération dans les deux sens. Il faudrait que, idéalement, vraiment idéalement, il faudrait que les personnes qui ne sont pas identifiées hypersensibles prennent en compte ce que ça peut être d'être hypersensible et son contraire. Les personnes identifiées hypersensibles, dites-vous bien que beaucoup de personnes que vous côtoyez ne le sont pas et peut-être ne comprennent pas. Ce serait bien qu'il y ait parfois un échange, une communication qui passe autour de ça pour oui, mais pourquoi tu réagis comme ça? Je réagis comme ça parce que, et pas se fermer d'un côté comme de l'autre en prenant des raccourcis. L'hypersensible est souvent connoté à quelqu'un qui est con, qui a mauvais caractère. Mais on prend pas de plaisir. Il y a les vrais cons pour qui être con, c'est un quotidien. Pour qui être con, c'est une façon de vivre, hein, c'est un mode de vie. Et puis, il y a ceux pour qui s'apercevoir, parce qu'on peut être con ou conne quand on est hypersensible, mais on n'y prend pas de plaisir. En fait, pardonnez-moi, mais parfois je peux sembler distante, froide, radicale. C'est malgré moi, parfois pas toujours, hein, on fait des choix quand même, hein, n'abusons pas. Mais il y a des moments où on prend pas plaisir à être con, on prend pas plaisir à parce que on rumine depuis 3 jours sur un truc qu'on a entendu il y a 3 jours que tout le monde a oublié. On prend pas spécialement de plaisir, hein, il faut quand même faire la part des choses. Enfin, je vais conclure comme ça, mais je pense que véritablement, tout à l'heure on parlait d'aller mieux, d'avancer quand essayer de ne faire qu'un et d'accueillir au mieux possible son hypersensibilité. Mais je pense que c'est ça aussi, ça passe par un échange avec les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Je veux dire, c'est pas du tout cuit. Les personnes qui ne sont pas identifiées hypersensibles ne peuvent pas concevoir, elles peuvent comprendre si on leur explique, elles peuvent comprendre d'elles-mêmes si elles s'instruisent sur le truc. Mais si tu sais pas, tu sais pas. Moi, j'ai vécu sans doute avec cette hypersensibilité et ses formes diverses pendant peut-être 30 ans et je ne le savais pas. Comment m'ont perçu mes amis quand j'avais 14 ans, quand j'avais 17 ans, quand j'avais 20 ans? Comment c'était perçu? Voilà, tu vois, je pense que comme il n'y avait pas de communication, puisque on n'avait pas de mots et que ça n'existait pas, c'était encore moins évident. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des mots, on a la chance d'avoir ces fameuses étiquettes qui sont pas toujours super chouettes, mais au moins on a la chance de savoir. Et donc, le seul avantage de savoir, c'est qu'on peut en parler, on peut communiquer, on peut échanger, et peut-être on peut mieux se comprendre. Et ça c'est... ça oui, ça peut faire avancer de mieux se comprendre, évidemment. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura fait plaisir. Moi, je suis très contente parce que c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Et c'est fait. Donc, maintenant, c'est d'aller de l'avant, d'essayer de travailler tout ça et d'essayer de se mettre en harmonie avec ce que je suis. J'ai déjà bien travaillé, hein. Ça ne peut aller que dans le bon sens. Pour l'instant, on n'y est pas avec cette hypersensibilité, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Des bisous et à dimanche.